Ce podcast a été enregistré à Pod Paris, le festival du podcast. Ce festival vous a plu ? Faites un don sur badgeek.fr. Bonjour à tous, que vous soyez présents dans la salle de la Bellevilloise, qu'on remercie bien évidemment pour accueillir Pod Paris comme il se doit. On vous remercie d'être présents, on vous remercie si vous êtes présents sur le Twitch également, ou si vous écoutez cette table ronde en replay, on vous remercie, on espère que vous allez passer une heure où vous allez apprendre des choses, découvrir plein de choses intéressantes. Donc là, ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est une table ronde qui s'appelle Photographie du monde de la fiction sonore, qu'on aurait pu appeler radioscopie. Finalement, c'est plus drôle comme ça. J'avais proposé échographie. Voilà, donc mais bon, c'est pas grave. On fera avec ce titre-là. Vous comprendrez bien. Donc c'est Adélix qui est à mes côtés, qui co-hostera cette table ronde, et moi-même Johnny qui poseront des questions à nos intervenants qu'on va vous présenter très très vite dans le cadre de cette table ronde. L'idée en fait, ça va être de mettre en relation pendant une heure finalement des professionnels de la fiction sonore, des indépendants de la fiction sonore ou des on va dire amateurs, mais on va pas dire c'est pas un terme méchant, voilà. Des professionnels de l'amateurisme. Des professionnels de l'amateurisme, comme dirait un certain Pen of Chaos, et de les mettre un peu ensemble pour discuter sur divers thématiques. Qu'est-ce qui finalement les rapproche, qu'est-ce qui les éloigne, et est-ce que c'est finalement pas des méthodes de travail un peu différentes, des méthodes de réfléchir différentes. C'est un peu tout ça qu'on va essayer de décortiquer en une heure, sacré programme. C'est comme à l'école, on a fait un plan, vous voyez. Un petit sommaire avec. Sommaire. Il n'y a pas les pages. Thèse, antithèse, synthèse. Donc, on a essayé de découper un peu en plusieurs catégories. On va vous présenter bien évidemment nos invités dans une minute. Qu'est-ce qui motive finalement de lancer une fiction sonore ? Quels sont les intervenants extérieurs ? Quelles sont les contraintes que vous pouvez avoir ? Quelles sont les libertés créatives, les compétences que vous devez développer dans ce cadre-là ? Quel est votre rapport à l'œuvre ? Il est peut-être différent si vous êtes dans une entité professionnelle, si vous êtes ou si c'est votre bébé et que vous avez tout fait de A à Z, comme c'est souvent le cas dans la sphère amateur. Et bien évidemment, si vous avez des recommandations de fiction sonore, je pense que ça peut intéresser du monde, donc on se prendra quelques minutes à la fin si vous le voulez bien, pour que vous nous disiez vos fictions du moment. Et bien écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer à présenter nos intervenants. On va commencer par Ptolémée. Oui, alors on va commencer par le côté amateur, entre grosses guillemets, je l'appellerais plutôt le côté sagasphère. Donc effectivement, Chloé François dite Ptolémée, tu es arrivé à peu près en 2018 avec votre première saga avec le studio Post-Météor Ventouses. Dis-nous en quelques mots, quels sont tes liens avec la fiction audio ? La fiction audio, pour moi, ça a toujours fait partie de ma vie. Depuis que je suis toute petite, j'écoute des livres audio. J'ai commencé à m'intéresser à la saga MP3, à la sagasphère avec, comme la plupart des gens, le donjon de Nullbuck, qui a fait tout mon collège. Et quand je suis arrivée dans mes études supérieures de comédienne, j'ai fait la rencontre de ma comparse Eva, avec qui on a monté le studio Post-Météor. Et elle aussi, elle avait une grande passion pour les fictions sonores. Et de là est venue notre envie d'en faire une, nous aussi. Et voilà, ça fait depuis 2018 qu'on fait ça et qu'on adore. Et donc, tu es autrice, actrice. Tu fais partie de la Nuit sans images également, qui est un concours honorifique qui récompense les fictions sorties dans l'année. Mais vous êtes aussi connu pour un gros projet de documentaire, un film qui s'appelle Les histoires qui s'écoutent. Est-ce que tu veux nous en dire plus très très rapidement ? Oui, tout à fait. Au sortir du confinement, on s'est posé des questions avec Eva sur au final qu'est-ce que c'est une fiction sonore. Nous, on est des toutes petites, on va dire, dans la sagasphère qui a moultes années depuis qu'on est nous arrivés. Et c'est un héritage en fait qu'on avait envie de rencontrer, de confronter. Et on s'est dit quoi de mieux que faire un documentaire, aller rencontrer ces personnes, leur donner une tribune qui sort de leur médium, on va dire, d'habitude. Et on l'a autofinancé. Puis après, pour la diffusion, on a fait un crowdfunding, on l'a diffusé au cinéma et aujourd'hui, il est disponible sur notre chaîne YouTube. Tout à fait. Et vous avez aussi sorti
Sacha cet été, qui est une des fictions les plus récentes qui a été récompensée à la saga de l'été. Oui. Alors, Ambre. Oui. Ambre dite Wolf. Toi aussi, tu es créatrice depuis bien plus longtemps d'ailleurs. Tu es multicasquette puisque tu es autrice, réalisatrice entre autres. Là, j'en ai pris qu'une, mais j'en ai plein d'autres. Là. Mais sinon, on verrait plus ton visage. Bon, c'est pas très radiophonique de dire ça, mais toi aussi, tu fais partie de la Nuit sans images d'ailleurs, en parlant d'images, et tu es connue pour ta fiction Trauma Fantasy X. X. Voilà. C'est la dernière en date, effectivement. Moi, je suis arrivé dans ce qu'on a appelé pendant longtemps la saga Sphère en 2012 à peu près, autour de la fin du monde. Et à partir de là, j'ai commencé à essayer de m'insérer partout. J'envoyais des messages à tout le monde en disant oui, si tu cherches des voix, si tu cherches quelqu'un et tout. J'ai participé à plein de projets. J'ai été dans la plupart des groupes de création en tant que membre honoraire. Et j'ai fait mes propres créations à moi qui n'ont pas vraiment marqué. J'ai plus marqué le médium par le fait que j'étais partout. Et Femme de l'ombre. exactement, femme de la lumière du coup. Mais, Question de point de vue. et là, Trauma Fantasy X, c'est ma dernière création qui est une parodie du jeu vidéo Final Fantasy X que je fais avec mon binôme Nekaos. Qu'on embrasse, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous écoutera sûrement. Et Alors maintenant qu'on a commencé à découvrir la saga Sphère avec nos deux invités, on va passer à Roman. Alors Roman, toi tu as un statut un peu particulier parce que toi aussi tu es un créateur multicasquette. En plus d'être auteur et réalisateur, tu es compositeur, mais tu es aussi producteur. Et tu as fait autant des projets indépendants que des projets avec des professionnels. Donc, est-ce que tu peux nous détailler tout ça ? Bien sûr. Alors, je remarque que vous avez laissé la petite parenthèse piéton qui était une... Quand on t'a demandé qu'est-ce qu'on met sur la diapo, t'as dit piéton. Donc Oui, nous, ça. on laisse. Je pensais que ce serait une blague un petit peu off the record, mais très bien. Quand tu ne marches pas en écoutant des fictions C'est sonores, vrai. tu en crées aussi. Exactement. Donc oui, pour répondre à la question, donc moi j'ai commencé en tant que, j'ai envie de dire amateur aussi, puisque je sortais un peu de nulle part. Moi je viens de l'image en tant que compositeur où j'ai fait 10 années de ma vie en accompagnant des documentaristes sur leurs projets et donc en composant la musique de leurs œuvres. Et moi, c'est en quittant Paris il y a un peu plus de 3 ans que j'ai voulu me lancer dans l'aventure de la fiction sonore. Au tout début, en faisant un petit peu des bêtises avec mes copains, dont l'une que vous allez sûrement, je l'espère, voir tout à l'heure sur le créneau d'après, où je faisais de l'improvisation avec mes amis comédiens. Et par la suite, donc j'ai déménagé et je me suis lancé dans l'aventure. Donc ma première fiction, Hôtel Gorgias, que j'ai fait un peu avec mes tripes et que j'ai fait avec des copains qui acceptaient de se prêter au jeu. Et par la suite, en fait, tout s'est enchaîné puisque j'ai gagné le concours en tout cas la compétition en tant que révélation du Paris Podcast Festival en 2022, et ce qui a un petit peu propulsé du coup mon petit chemin, ma petite carrière, si j'ose dire. Et par la suite, effectivement, j'ai été amené, contacté par Sophie, notamment à côté de moi, pour déjà commencer à écrire un peu pour des gens beaucoup plus grands que moi, donc notamment Radio France, et puis par la suite aussi des institutions plus privées. Et récemment, on le voit sur les images, la dernière fiction produite que j'ai écrite et réalisée, qui s'appelle Tchad, j'ai planté, qui traite notamment de l'impact de l'IA sur l'environnement et la société, que j'ai coproduit et réalisé avec les studios Au revoir Charlie, avec le journal 20 minutes. Voilà. Mon parcours, il s'est fait sur environ 3 ans, voilà, où de plus en plus j'essaye un peu comme Wolf, d'être partout. Alors, on aura l'occasion d'y revenir sur ces chemins de vie, de carrière et ce que ça implique d'un point de vue créatif. Donc Sophie Hautepicon, qu'on ne présente plus, enfin ça c'est surtout parce qu'il y avait plus de place sur les diapos pour mettre tout son CV et qu'on n'a pas assez de temps pour tout dire. Non. De toute façon, là, les choses qui vous intéressent, c'est le rapport à la fiction sonore. Tout à fait. Là, c'est beaucoup plus restreint. Moi, je travaille. Donc, je suis réalisatrice. J'étais comédienne. Alors, j'ai un peu comme on a un peu tous les passions qui se conjuguent, j'ai l'impression. Et musicienne. Et puis, il y a 3 ans, Blandine Masson m'a fait la confiance de me confier
la responsabilité du podcast, en fait, c'est-à-dire du podcast de France Culture. Enfin, la responsabilité, c'est-à-dire je suis conseillère au programme pour le podcast. Donc, je travaille, je suis toujours dans l'intermittence, en fait. C'est que des métiers que je fais par projet, si vous voulez. Et voilà, on essaye de produire ou de proposer des choses très variées qui correspondent pas forcément à mes goûts d'ailleurs. Je parle pas pour toi, Roman, mais qui correspondent aussi, qui donnent des images un peu ouvertes parce que on est aussi là pour ça. On est quand même une radio publique et donc on finance aussi des projets qui sont très divers. Donc ça va de choses très littéraires à des choses très très fantastiques, à des choses plus on est plus dans le genre, on est plus dans voilà. Et voilà, en gros. Ah oui, ça c'est mes bébés. Ouais. Oh. Oui, parce que tu as aussi réalisé des fictions. Donc. Et alors la chose formidable, c'est que Corentin Tréguier au Congo, je sais pas si vous l'aviez écouté, mais il va y avoir une saison 2, donc vous aurez l'occasion de la Ça met du temps, les saisons à se construire, mais ça c'est une jolie histoire parce que c'est une histoire où le podcast, en fait, c'est un appel à projet. Ça, je sais pas si on va en parler de ça. On va sûrement en reparler. Bon, j'en parlerai après alors. En tout cas, vous avez eu une exclusivité. Et la saison 2 va sortir, elle devrait sortir fin janvier 2025. Elle n'est pas encore enregistrée. Va falloir le réécouter. C'est sorti il y a quelques années, Corentin Tréguier au Congo. Va falloir le réécouter pour se souvenir de tout, je pense. C'est pas grave, c'est pas compliqué. Il est parti mettre fin à la colonisation et là il va partir mettre fin au capitalisme. C'est des belles dystopies. Et du coup, on vous aura en tant qu'invité à la NSI en 2026, du coup, la Nuit sans images. Moi, si vous m'invitez, moi je viens. C'est malheureusement, la Nuit sans images accueille pour son concours uniquement les fictions amateurs sans budget. Sans budget. Mais il y a le je pense que Radio France a un budget, malheureusement. Il y a le hors concours. Heureusement aussi, parce que il faut bien. Tout ne peut pas se faire sans budget, mais. Exactement. Bon, je pense que vous avez finalement fait connaissance avec nos 4 intervenants qui ont des CV qu'on qualifiera de divers et variés, qui sont finalement dans des sphères différentes. Et c'est justement ça qui nous intéressait aujourd'hui avec cette table ronde. Donc, sur le premier point qu'on voulait aborder, c'était vraiment... Et attendez, j'ai des notes, c'est parfait. La question de comment lancer un projet de fiction sonore. Parce que ce qu'on s'est dit, c'est pas forcément la même démarche à chaque fois. Je suppose que peut y en avoir certains, ils se lèvent un matin, ils se disent je vais faire telle fiction sonore, ça va être super. Et il y en a d'autres qui sont peut-être contraints par des contraintes extérieures, on va dire. Ils ne peuvent pas tout faire. Il y a peut-être des choses en plus. Et c'est un peu ce qu'on voulait montrer avec ça et voir qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui est différent. Donc, on va faire un premier tour de table peut-être très rapidement. Donc, on va partir du bout. Okay. Wolf, si tu veux nous expliquer comment toi tu lances un projet de fiction sonore. Ça dépend du projet véritablement, mais je travaille beaucoup à l'impulsion. Par exemple, Trauma Fantasy X, comment j'ai lancé le projet. À la base, je travaillais toute seule sur un projet de saga dans l'univers de StarCraft 2 qui s'appelait Koprulu, qui n'a rien à voir avec Trauma Fantasy X. Et en fait, dès l'épisode 2, j'en ai eu marre de travailler seul dessus. Et du coup, j'avais mon ami Nekaos qui était de passage chez moi et on a décidé de réaliser le 2e épisode ensemble. Et j'ai beaucoup aimé le travail, le rendu que ça a donné. Le seul problème, c'était que Nekaos ne connaît pas du tout StarCraft et donc ni son univers, et que j'allais pas l'obliger à jouer à 15 ans de jeux vidéo pour se mettre à jour. Ça peut être très drôle de faire des parodies de trucs qu'on n'a pas fait ou vu. Oui. Mais du coup, on en a discuté, et de fil en aiguille, on en est venu à tomber d'accord sur Final Fantasy X, parce que tous deux, nous sommes des grands fans de cette série, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas encore de fiction un peu connue qui se démarque vraiment dans la saga Sphère sur le 10. Il y en a sur le 7, il y en a sur le 6, il y en a sur le 8, sur le 9, mais pas sur le 10. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le projet. Et c'est comme ça que le projet est né. Voilà. Donc ouais, c'était plus vraiment... vous avez eu envie de le faire et il fallait se lancer, il fallait faire un truc avec Nekaos. On avait envie de créer un truc ensemble et du coup, on est tombé sur ce sujet parce que tous les deux sommes... on appuie sur le bouton et ça part, quoi. Ouais. Ptolémée, toi aussi, tu appuies sur le bouton et ça part.
Moi, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long. Faut savoir, moi, du coup, la première saga que j'ai créée, Ventouse, on l'a créée sur 1 an. Et on est passé par tout, parce qu'en fait, avec Eva, on vient de l'audiovisuel. Elle est animatrice 2D, donc elle est dans le cinéma d'animation. Et moi, je suis comédienne réalisatrice aussi dans les séries en image réelle. en image, en fiction visuelle, pas fiction sonore. Et mais on a pris du coup le schéma que nous on utilise dans nos productions visuelles et on l'a appliqué sur la production d'une fiction sonore. Donc c'est-à-dire le temps du casting complet, le temps d'enregistrement et après il y a le montage et il n'y a pas tout qui se fait je veux dire, on écrit le premier épisode, on le valide, on enregistre les voix, on l'a fini, on monte, on le publie. Ok, là on passe aux 2. Non, on a tout fait d'un coup, on a tout posté d'un coup et ça très très vite. En fait, on s'est rendu compte que c'était pas viable pour ce qu'on voulait faire après, parce que oui, nous les idées, on a un Google Drive énorme avec plein de projets de séries. Après, on fait pas que de la fiction sonore, mais sur la fiction sonore, on a vraiment des dossiers énormes et on se dit que il faut attendre le bon moment. Le bon moment pour se lancer pour faire ça très exactement. Et ça met un temps immense. Et on peut pas bosser l'une sans l'autre. Moi aussi, je suis comme Ambre. Bosser toute seule, c'est pas mon délire. Moi, je suis plutôt une personne sociable. Donc, j'attends de rencontrer les bonnes personnes pour créer ensemble et qu'on se trouve du temps ensemble pour créer les choses. Donc, moi, ça prend du temps. Voilà. Ok. Sophie, comment ça se passe à la maison de la radio ? Alors, ça Tu te lèves le matin et tu dis je vais faire une fiction ? Ouais. Puis après tu te recouches. Non, en fait, on a tous des désirs et des envies. On en a plein, des rencontres, des sujets, des gens qui vous pitchent des trucs. Il y en a énormément. On reçoit des mails. Après, il y a plusieurs façons de lancer un projet. Alors, il y a les projets qui viennent de nous, où on se dit il faut écrire là-dessus et on cherche la bonne personne pour écrire là-dessus. Ça existe un peu. Il y a les projets qui viennent de ce qu'on appelle les appels à projets. Qui sont des choses qui sont lancées avec la SACD. Il n'y a pas vraiment de régularité en fait, mais on en est au 4e ou au 5e, je crois que c'est le 5e, depuis 2019. Et pour vous donner une idée du temps que ça prend, parce que c'est aussi pour chercher des nouveaux auteurs, des nouvelles écritures. Alors c'est des gens qui nous envoient des projets qui ont des idées formidables, mais qui savent pas du tout écrire par exemple. Enfin pas écrire comme nous, on a besoin que ce soit écrit. Très différent. Je sais pas s'ils savent pas écrire. Peut-être que si on leur donnait un studio, peut-être qu'ils se démerderaient, qu'ils feraient leur objet parfaitement. Mais nous, on a besoin, en fait, et ça, c'est ce que Roman découvre, c'est qu'en fait, nous, on a besoin d'avoir tout écrit avant de valider la chose et de le faire lire à un réalisateur. Donc, il y a tout un pôle éditorial, si vous voulez, qui est, qui fait travailler des auteurs, sur des textes, des sujets, voilà. Donc, et l'appel à projet, on a un jury, on lit plein de projets et on en sélectionne 4 ou 5 qui vont mettre un petit moment avant d'arriver à être produit. Mais ça dépend. Ça dépend si ces projets trouvent un réalisateur très vite. C'est-à-dire ici ils sont écrits vite et qu'on les fait lire vite à quelqu'un qui dit très vite j'adore et que ça a été bien écrit. Ça peut mettre 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Ce qui est la version rapide. C'est la version rapide. Voilà. Moi, là, j'ai refilé un texte que je devais faire moi et que j'aimais beaucoup, qui est issu d'un appel à projet de 2019, qu'on vient d'arriver à terminer, à finaliser, avec des auteurs qui viennent du jeu vidéo, qui sont super, mais qui n'écrivaient pas comme on aurait souhaité qu'ils écrivent. Je dis pas qu'ils écrivaient pas bien, mais ils sont super, les mecs. Ils ont plein d'idées, ils ont un imaginaire extraordinaire, mais on a un peu un critère de, voilà, on écrit des scripts. Comme c'est l'institution, quoi, disons. Voilà. Donc, on essaye de faire en sorte que ça tienne comme ça. Et puis, en plus de ça, il y a des projets comme ça qui nous arrivent. On reçoit des mails. Moi, j'ai reçu un mail là sur un mec qui veut faire une série sur The Cure et je me suis dit, il faudrait peut-être que je le rencontre. Alors après, je rencontre des gens. Ça veut pas dire qu'on dit, puis c'est pas moi qui dis, j'achète, hein, du tout. Après, il y a tout un process. On parle, on voit si ça rentre dans une possibilité éditoriale. On travaille, on voit un peu qui est la personne qui nous propose quelque chose parce que s'il faut beaucoup l'accompagner ou pas beaucoup l'accompagner en fonction du nombre de gens qui est disponible à l'éditorial, voilà. Donc il y a plein de méthodes, il y a plein de moyens différents d'arriver à accompagner le désir d'autres gens en fait, parce que c'est de ça qu'il s'agit pour moi. Et moi, mon désir à moi, en tant que réalisatrice ou en tant que fabricante de fiction, c'est on me fait lire des textes où je parle avec des gens qui portent des projets et je dis ça j'ai envie de le faire, ou j'ai envie de travailler avec toi, ou voilà. Mais ça c'est. Mais moi, des projets dont je serais des projets de fiction, comme vous l'entendez, dont je serais à l'origine, il y en a très peu en fait.
des projets de texte, d'adaptation de textes que j'ai envie de faire entendre. Moi, je viens du jeu, je viens de la musique, mais je viens aussi de la littérature. Et je trouve que c'est aussi très beau de faire entendre la langue ou des histoires d'avant aussi. Voilà. Donc c'est assez varié. Roman, toi, t'as un pied dans les deux, toi, un peu, t'es un peu semi-pro. Cette jambe, mais oui. Ouais. Donc toi, en plus, avant, donc t'étais, c'est Hôtel Gorgias, t'étais indépendant en fait, Oui. on peut dire comme ça. Ouais. Et là, finalement, de ce qu'a dit Sophie, tu mets un pied aussi à Radio France. Donc du coup, tu vas avoir le meilleur des deux mondes ou le pire peut-être. Toi, comment tu lances un projet de fiction? Alors peut-être pas comme à Radio France puisqu'on vient d'avoir une vision, mais plutôt de côté indé. Il y a deux cas de figure. Le premier, c'est on va dire l'autoproduction où j'ai une sorte d'impulsion. Une de mes fictions a été écrite après un cauchemar, par exemple, et donc du coup je me suis au réveil tout de suite mis à écrire le script pour l'enregistrer quelques jours après et le monter le mois qui suivait. Donc sur ce genre de critères, je suis dans un tunnel. Je rentre dans un tunnel immédiatement. Il y a des fictions comme Gorgias qui viennent d'un événement qui a popé dans ma vie. Je me suis marié en 2021. Ma famille nous a offert une nuit dans un hôtel de luxe avec ma femme, sauf que c'était en 2021, si vous vous rappelez, c'était un autre âge. Il y avait encore un truc qui s'appelait le Covid à ce moment-là. Et même les hôtels de luxe en ont pâti, puisque tout ce qui était spa, compagnie, etc. était fermé. Et on s'est retrouvé dans une chambre d'hôtel qui a dû coûter une blinde à ma famille pour finalement juste dormir sur un lit. Voilà. C'était pas. Mais il était très confortable. Il était sûrement très confortable, mais du coup j'étais un peu en train de me dire, quand même, on aurait bien aimé aller au spa, à la piscine, etc. Bref, donc en sortant de ça, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait amener des gens très fortunés dans un hôtel, en dehors du fait d'y dormir, quoi. Et c'est comme ça qu'est né l'hôtel Gorgias, en allant évidemment beaucoup plus loin pour celles et ceux qui ont écouté la série. Mais après, il y a d'autres cas de figure, notamment depuis que je commence à réaliser pour des prods professionnels. Là, il peut s'agir de commandes. Il peut s'agir aussi, moi, je démarche une société de production qui accepte de suivre mon script et qui, de temps en temps, me confie la réal aussi. Mais par exemple, pour le cas de Chad J'ai Planté, c'est 20 minutes, Romain Gouloumet, journaliste chez 20 minutes, qui m'a appelé parce qu'il n'a pas réussi à avoir Mehdi Bayan. Et du coup, il m'a appelé moi. On le salue. Mehdi que j'adore personnellement. Blague à part, qui m'a appelé pour me demander si j'étais partant pour l'aventure et évidemment oui. En plus c'était avec un studio, Au revoir Charlie, que j'affectionnais particulièrement. Pour celles et ceux qui connaissent ou pas, c'est ceux qui ont réalisé Queens of Snakes par exemple. Et donc voilà, c'était aussi un peu comme avec Radio France, une manière pour moi aussi d'aller chez les grands et de voir un petit peu comment on travaille chez les gens que je révère. Et voilà. Donc en gros, les projets naissent soit d'une impulsion, soit d'une commande, soit d'une réflexion aussi. Là en ce moment, je monte une série, je réalise ma nouvelle autoprod qui est issue d'une année entière de réflexion. Mais une série que j'ai écrite il y a 6 mois et que j'ai enfin réalisée là début septembre et que je suis en train de monter, qui sortira j'espère fin 2024, début 2025 quoi. Voilà. Alors merci beaucoup. J'aurais 2 petites questions supplémentaires. Une qui s'adresse plutôt aux personnes qui travaillent en indépendant. On a souvent cette image de la fiction audio indépendante de la personne, souvent du gars tout seul dans sa chambre qui fait un truc de son côté. Et pourtant, je remarque qu'il y a un besoin de sociabilité. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est né le forum du Netophonix, en quelque sorte, et tout un tas d'autres initiatives. Nous sommes vieux. Oh oui. Donc, je ne sais pas si pour vous, c'est un cliché, cette image de la personne qui travaille toute seule, ou si c'est juste une évolution, en fait, du domaine avec certains groupes, certains copains et copines qui font des fictions de plus en plus structurées, avec un temps long de casting, de production, presque sur un schéma professionnel. Moi, j'ai envie de dire, c'est un cliché, mais derrière chaque cliché, il y a quand même une part de vérité. Et au tout début de la fiction sonore, le gars tout seul dans sa chambre avec son micro qui tient sur une boîte de Benko. C'est réel. Le gars qui fait toutes les voix parce qu'il a trouvé comment la modifier, comment la pitcher, machin, c'est réel. Et même c'est vrai au-delà de ça, on connaît la plupart dans la sagasphère un type qui s'appelle Zilan par exemple, Zilan. qui est cette personne qui est tout seul dans sa chambre, qui va prendre des acteurs à droite à gauche pour faire ses personnages, mais
après, il est tout seul et il fait tout. Il compose des musiques, il va même jusqu'à coder Ouais. lui-même des plugins pour inventer un effet qu'il veut sur une voix pour 15 secondes d'audio à un endroit. Il y a quelques profils comme ça dans. Il y en a dans- quelques-uns qui Donc ça sont un existe. peu insider, outsider de la saga Sphère. Ouais. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que, en tout cas, aujourd'hui, la majorité, on a envie de se rassembler autour de cette passion commune de la création de fiction sonore. Et donc, du coup, à travers Discord, à travers le forum du Netto et plein d'autres outils, en fait, on a envie de se rassembler pour créer ensemble parce que, c'est fun, en fait, juste c'est fun. Oui, Oui, tu as quelque chose Ouais, à je voulais rajouter, rajouter un Romain petit truc. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que après, c'est en deux temps. La première initiative, effectivement, c'est de dans la volonté de créer quelque chose, souvent par économie de moyens aussi. Malheureusement, on est amené à faire des choses toute seule. Moi, par exemple, pour Gorgias, je me suis mis au binaural et dans la saison 2 au Dolby Atmos. J'ai dû apprendre ça tout seul. Par économie de moyens, parce que les formations, j'avais pas assez de CPF pour le faire. Bref, et donc du coup, ça c'est des choses que après c'est aussi très gratifiant une fois que ça marche, ou en tout cas que ça arrive à un stade pour lequel on est content. Ça voilà, c'est une sorte d'économie de moyens. C'est par le fait de l'économie de moyens qu'on se retrouve seul. Et je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'après, ce qui est assez ingrat dans notre profession, et là je parle vraiment dans le milieu professionnel, ou en tout cas quand on veut vraiment ressentir la pulsion des personnes qui ont pu écouter les projets qu'on a sortis, c'est qu'on n'a pas de retour direct, et que ça soit dans la communauté de créateurs ou dans la communauté d'auditeurs, il n'y a pas c'est très difficile d'obtenir ce ressenti. C'est quelque chose que parfois, pour flatter l'ego, certes, on espère, on a envie d'avoir, de recevoir. D'où l'importance de ces conventions, Pod Paris, Pod Rennes, Paris Podcast Festival, Longueur d'onde, etc. Ça permet éventuellement d'aller chercher un petit peu la température, aussi pour s'encourager à continuer, puisque c'est encore une fois très ingrat à ce niveau-là, parce que la fiction sonore, ça coûte un peu d'argent, mine de rien, surtout quand on veut payer des comédiens, quand on veut payer des ingé sons, etc. Ça rapporte pas beaucoup d'argent, et donc on va revenir là-dessus, en fait, justement, notre catégorie qui suit, c'est la question de la liberté créative, donc des contraintes et des avantages de chaque statut, chaque format. Quelle transition incroyable. Ah oui. Je sais, je suis très douée pour ça. Et aussi la question de la répartition des compétences, donc comme on disait, par économie de moyens, être autodidacte et tout faire, ou au contraire devoir dépendre d'un pôle édition, d'un pôle réalisateur, de comment écrire en fonction de si on partage ou pas les tâches, ou si c'est le même mec qui fait tout et qui se comprend tout seul. Donc je sais pas si tu veux poursuivre, Romain, ou si on va repartir dans l'autre sens. Ouais, Ok, voilà, ça marche très bien. Vous m'avez pas fait parler sur la question précédente. Hein, je vous... C'est vrai. Vas-y Sophie. Non, mais on reprend là, c'est bien. Très bien. Du coup, sur la liberté créative, quand c'est de l'autoproduction, elle est totale. Dans tous les cas, après, le seul juge, c'est soi-même. Et donc, finalement, le temps qu'on y passe, c'est le temps qu'on met à réfléchir, à prendre du recul sur ce qu'on fait. Donc, finalement, c'est inquantifiable à certains degrés. Quand il s'agit d'une commande, là, forcément, il y a des contraintes, puisque du coup, parler un petit peu des parties prenantes de projets, surtout au niveau pro, il y a des directeurs de création, il y a des producteurs. Parfois, il y a des co-réalisateurs aussi, notamment la personne qui va s'occuper de monter, donc rajouter le sound design, éventuellement synchroniser la musique, etc. C'est des gens qu'il faut aussi inclure dans une boucle de concertation. Mais c'est pas pour autant que la liberté est restreinte à ce niveau-là. C'est juste que ça incite au dialogue, naturellement, et par contre, forcément, ça va prendre un peu plus de temps, parce qu'il y a des notions à inculquer aux autres, etc. Il y a des volontés aussi dans le script. Par exemple, je suis allé voir Sophie vendredi pour travailler autour du projet que je fais avec France Culture. Et un des retours, et qui est hyper vrai, c'est de dire, en fait, quand tu écris un scénario, surtout quand c'est pas toi qui vas le réaliser, il faut que ça soit pertinent pour la personne qui va le prendre en main. Faut que ça soit direct, faut que ça soit fluide, et puis surtout, faut pas non plus trop imposer ta propre vision en tant qu'auteur, puisque le réalisateur fait partie de l'artisanat de l'œuvre, et donc doit aussi se l'approprier à un certain degré. Et donc naturellement, c'est pas encore une fois une restriction de créativité, c'est simplement peut-être
la mise en place d'un langage qui va permettre, ou en tout cas d'une passerelle qui va permettre de véhiculer des idées sans avoir à les imposer. En fait, c'est plus une forme de collaboration, Complètement. une œuvre collective plutôt qu'une œuvre à soi qu'on fait tout seul dans sa chambre. Exactement. Bah, surtout d'autant plus quand t'es pas amené à le réaliser derrière. Quoi. Voilà. Alors, Bah oui, c'est particulièrement vrai à la radio. C'est vrai, l'idée de l'œuvre collective, enfin en tout cas qui met qui aide à travailler à différents niveaux de compétences et de création. Il y a vraiment les compétences éditoriales, il y a des compétences. Alors, il faut quand même être capable de faire un casting de 90 comédiens. On fait des fictions on fait des fictions. Moi, quand j'ai fait l'adaptation, le dernier gros truc que j'ai fait, c'était l'adaptation d'un polar. Donc, c'est un polar qui avait déjà été écrit, qu'on a enregistré. Un polar de Marin Audin sur le monde de la cigarette et tous les trafiquants et tout ça. J'ai fait une distribution de 90 comédiens. Alors il y a des tout petits rôles et des gros rôles, mais en vrai, alors c'est pas. Bon, après, moi, j'ai des petites réserves. J'ai des petites réserves sur l'histoire des 90 comédiens, parce qu'on n'est pas là pour rivaliser avec le cinéma, et qu'en fait, au cinéma, vous avez des visages, et qu'à la radio, vous en avez pas. Donc, il y a un moment, même si vous avez une très grande compétence pour trouver des voix qui ne sont pas les mêmes les unes des autres, et des phrasés qui sont différents pour les comédiens, il y a un moment, en plus, quand c'est un monde masculin, avec un peu des archétypes, disons, de voyous et tout ça, il y a un moment, forcément, on les reconnaît plus. Donc, il faut dire 15 fois leur prénom, il faut savoir qui est qui. Enfin, voilà. Il faut que le script soit très, très bien fait pour que ce soit très clair, pour qu'on suive l'histoire. Parce que quand il y a trop de personnages qui arrivent d'un coup, on sait... Moi, je fais pareil, hein, j'arrête. Enfin, j'écoute le premier épisode et puis je lâche. Donc, on essaye de faire au mieux. C'est un vrai défi, ce genre de choses, mais c'est intéressant. Et ensuite, pour ça, par exemple, on a la chance de pouvoir travailler avec un compositeur de musique originale qui n'a rien à voir avec le schmilblick, que j'appelle, je lui dis, bah voilà, moi, je fais ça, c'est cet univers-là, je voudrais plutôt tel type d'instrument, qu'est-ce que t'en penses? Ton univers me plaît par rapport à ça, on travaille pas forcément avec les mêmes à chaque fois. Et qu'est-ce que tu me proposes? Est-ce que ça t'intéresse? Et après, il m'envoie des stems et puis je les écoute, je lui fais des retours et on discute. Voilà. Donc, en fait, on se retrouve, en fait, en tant que réalisateur au carrefour entre tout un tas de compétences. On travaille avec. Moi, je suis pas technicienne. C'est pas moi qui fais le montage. J'ai pas de compétences là-dedans. Moi, mes compétences, c'est le casting, le travail éditorial avec le texte, avec l'auteur ou avec les conseillères littéraires. On a aussi des conseillères littéraires à la radio. Le travail avec le musicien. Et puis la direction d'acteurs, parce que ça vraiment je lâche pas. Pour les acteurs, ça c'est vraiment mon endroit, j'adore ça. Il n'y a pas d'endroit où je me sens plus heureuse que dans un studio avec des acteurs avec qui je travaille pour essayer. On travaille vite, hein, forcément, mais on travaille pour essayer d'obtenir ce que j'entends du texte en fait. Voilà. À ce propos, j'aurais une petite question là-dessus justement. C'est dans quelle mesure vous pouvez, jusqu'à quel stade vous pouvez retravailler quelque chose qui a été prévalidé? Alors ça, c'est le problème. C'est le problème de la radio, c'est qu'en fait, quand on accepte un texte et qu'on dit qu'on va le faire, on dit je vais le faire en tant de temps. Et alors c'est accepté ou pas accepté, mais en gros le temps de temps c'est pas extensible parce que c'est de l'argent. Donc en gros, si vous voulez, je crois que pour faire un 10 épisodes, c'est-à-dire 10 épisodes, ça fait 10 fois 30 minutes, c'est-à-dire ça fait 5 heures de fiction, j'ai 3 mois max. Du premier jour d'enregistrement au jour où je rends les PAD. Donc ça va vite. Ouais, ça va super vite. Donc, on a intérêt à savoir ce qu'on fait, à savoir ce qu'on veut et à être très précis et très clair avec tout le monde quand on travaille. Ça va très vite. Et c'est l'endroit où, pour moi, c'est compliqué. C'est l'endroit où le fait que tout soit mis en podcast rend notre travail plus compliqué parce que quand ça passait une fois à l'antenne et que c'était fini, ça pouvait être éventuellement rediffusé, on l'entendait en faisant ses pattes ou je sais pas quoi, tout allait bien. Mais là maintenant, les auditeurs, ils savent écouter, hein. Il faut pas les prendre pour des cons. Les auditeurs, ils les entendent, les faux raccords, les collants qui passent pas et tout ça. Donc nous, on a une exigence de l'auditoire qui est montée et nous, nos moyens ont diminué, d'autant que vous pouvez réécouter 15 fois le collant qui passe pas en vous disant « Ah non, ça passe pas ». Ah non, ça passe pas. Alors on reçoit pas de mail là-dessus, mais c'est vrai que ça change c'est comme si vous deviez faire une exposition et puis vous dites ah bah non, ce tableau-là je le retoucherais bien, mais on vous dit bah non, c'est pas possible. C'est fini, c'est comme ça, vous êtes engagé à ça. Et comme c'est pas nous qui travaillons, c'est pas nous qui livrons, c'est pas nous qui faisons le mix en fait. On fait le mix avec un technicien à qui on dit ce qu'on veut entendre et qui essaye d'approcher au plus près de ce qu'on veut entendre. Et ben on est tributaire de tout ça. Donc on a intérêt à travailler avec des gens avec qui on s'entend bien et qui comprennent ce qu'on veut aussi. On a intérêt à être très, une très équipe, clair. Alors on doit changer. Le problème de la radio, c'est qu'on choisit pas toujours. Donc on travaille avec les gens qu'on nous propose. Quand c'est des gros projets, on dit je préfère faire, ou des projets compliqués, ou des projets en son immersif, on dit je voudrais bien travailler avec ces gens-là. Et ça, en général, ça passe. Mais des fois, on travaille avec des gens qui comprennent pas du tout ce qu'on veut. Hein.
Et ça, c'est l'endroit où le professionnalisme ou la professionnalisation de la chose rend les choses compliquées, parce qu'on est obligé en même temps. C'est notre boulot, c'est de faire en sorte qu'ils comprennent au mieux ce qu'on essaye d'obtenir avec eux. Oui, alors que nous, de notre côté, nous, on choisit les personnes avec qui on travaille. Ouais. Comme nous, on n'a pas le facteur budget. Le facteur temps, au final, on se l'impose nous-mêmes. On se l'impose nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Liberté créative, moi, ça me fait penser à un truc qu'il y a dans mon film. À un moment, on dit de la contrainte naît la créativité. C'est-à-dire que nous, dans la fiction sonore amateur, on a une liberté totale et on peut se perdre dedans. Et en fait, si on se met pas des contraintes à nous-mêmes, notre truc il sortira jamais, ou alors il sortira jamais de la façon dont on l'a imaginé. Parce que vu qu'on est une communauté plutôt basée sur des compétences autodidactes, on apprend nous-mêmes à comment marche un micro, comment utiliser un logiciel pour s'enregistrer, pour utiliser le montage, pour trouver des SD, pour trouver des banques de sons, pour mixer, tout ça. On apprend nous-mêmes. Il y a des gens qui sont plus ou moins, on va dire, doués ou intéressants dans ce qu'ils font avec ces outils-là. Et les rencontres font que voilà, on s'entoure d'une petite équipe, tout ça. Mais en effet, à la base, la plupart des gens en fait comprennent comment est-ce que le chemin du son se fait du papier jusqu'à ce que ça aille sur Internet pour se faire écouter et que ça tombe dans les oreilles des gens. Donc liberté créative totale dans notre coin, totale, mais ça peut être dangereux. Et au niveau des compétences, moi, je sais pas écrire. Je sais pas écrire. Je sais avoir des idées. Fallait passer chez le CP. Hein. Mais je sais. Je sais pas écrire. J'ai des idées. J'ai une idée globale d'une histoire que j'ai envie de raconter. Mais heureusement, j'ai Eva. Et Eva, c'est une super scénariste. Et elle, par contre, de son côté, elle n'arrive pas à comprendre comment on réalise un truc en son. Et là, c'est moi j'interviens. Par contre, après, on est bloqués toutes les deux parce que, ok, je sais me servir d'un logiciel, je sais faire 2-3 trucs, machin, mais putain, il y a des gens qui sont tellement plus doués que moi. Je pointe la personne qui est juste à côté de moi, Ambre, avec qui je travaille énormément, qui est super douée au son, au SD, au mix. J'ai aussi GFP, Geek Forever Prod, que j'embrasse, qui n'a pas pu venir... mais voilà, qui m'a beaucoup aidé sur le film. C'est lui qui a fait tout le SD, tout le mix, avec Ambre aussi, avec Nekaos qui fait la composition. Et pareil, voilà, niveau composition, moi, je ne sais pas composer. Il y a des gens dans la saga Sphère qui savent composer. Donc, du coup, les compétences, on les a pas, nous, on les distribue. Enfin, on distribue les rôles dont on a besoin pour que les compétences soient réalisées dans ce qu'on entreprend. Et après, on s'entoure, on fait une team. Mais encore une fois, c'est le facteur temps. Le facteur temps qui est, du coup, du fait qu'on n'a pas de budget, inexistant. Il nous reste que... T'as l'engagement aussi. S'il n'y a pas de budget, personne n'est ça. lié par le sang. Mais il y a la vie. Ce qui pose problème parfois. Ouais, en effet, il y a beaucoup de personnes qui sont engagées sur des projets à moi que j'ai dû soit recast, que j'ai dû changer parce qu'ils étaient techniciennes sur des projets et la vie fait que non, au final t'as un empêchement, au final t'as plus le temps. Mais finalement, c'est aussi un bon moyen de se dépasser soi-même, de se lancer des défis, d'apprendre tel ou tel domaine et en étant complètement hors des clous, donc on expérimente davantage. Complètement. Là, tu vois, c'est très frustrant. C'est très frustrant. Tu t'en parlais tout à l'heure de Sacha, de la saga de l'été. Nous, c'est la première fois qu'on tentait l'aventure saga de l'été. On suivait tout le temps, mais là, on s'est dit, allez, vas-y, cette fois, c'est notre tour. On a fini un film, on va faire une série. Allons-y. Alors, on a 3 mois pour le faire. Pour le concept, voilà, c'est ça. Voilà, c'est la saga de l'été. Il est interdit d'écrire une seule ligne de texte avant le 1er juin. Et il faut produire une fiction d'au moins 15 minutes entre le 1er juin et le 10 septembre. Voilà, un truc comme ça. Donc c'est un sacré défi. Il y a quelques personnes qui relèvent chaque année. Je remercie encore ceux qui l'ont fait cette année parce que je suis co-organisateur du truc, voilà, ouais. pour vous dire. Et il y a eu des fictions vraiment sympathiques. Là, je vois Istune dans le coin là qui a réalisé une saga qui s'appelle Le Canot. Génial. Et c'est 25 minutes. Vraiment, je vous conseille aller sur le site 2024.sagadelété tout attaché
et vous pourrez voir les 4-5 créations qui ont été faites. C'était vraiment sympa. C'était très sympa. Et donc, du coup, quand tu te lances dans une aventure pareille où il y en a plein des concours ou des défis qui sont lancés souvent dans la communauté, où on te dit, allez, paf, t'as un thème, fais un truc. Dap. Et ça, se confronter à ça déjà engage ta créativité, mais ça aussi te fait cogiter mais en fait, j'ai un temps limité. Là, cette fois, j'ai des contraintes qui sont où j'ai pas l'habitude, en fait, de me confronter à ça parce que normalement, j'ai liberté maximale. Là, je me confronte à un truc pour, relever un défi. Comment est-ce que tu t'organises là-dessus? Et alors là, vraiment, c'est au propre de chacun. Moi, j'avoue que j'ai la chance d'avoir des personnes merveilleuses qui m'entourent et qui sont toujours à fond pour m'accompagner dans des délires. Là, j'avoue que pour le coup, moi, c'est une chance. Alors, on va passer à Ambre. Moi, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter que ce qui a été dit. Merci Ambre. Pour moi, dans notre domaine amateur, la limite de la liberté créative, c'est la moralité de chacun, véritablement. Oui. On a eu des problèmes. Déjà, on a eu une évolution assez conséquente dans le cercle social qu'on représente, en termes que si on remonte en 2010, en 2008, c'était courant, c'était quasi systématique la misogynie dans la création de sagas, le racisme, l'homophobie. C'était aussi beaucoup de jeunes hommes en fait. Aujourd'hui, il y a un public. La moitié ont transitionné pour équilibrer. J'adore quand tu fais cette vanne à chaque fois. Mais au-delà de ça, il y a quand même beaucoup plus de jeunes filles ou de personnes qui appartiennent aux minorités de genre qui ont intégré la sagasphère dans les nouvelles générations entre guillemets. Oui. Que ce soit en voix mais aussi en réel et aussi une exigence différente et puis je pense aussi une perception d'internet qui n'est plus la même parce que si on se rappelle aussi de l'humour YouTube 2012 c'était pareil. Oui. C'est aussi une partie de l'époque de la création finalement qui émergeait sur Internet, qui ressurgissait un peu dans ses textes, dans ses créations finalement. C'est ça. Et surtout l'impression de liberté totale sur Internet parce qu'on est sur son sofa et qu'on peut, mettre un commentaire ou publier n'importe quoi et en se disant c'est pas grave, de toute façon c'est un truc que j'ai fait avec mes potes et il y aura 3 pecnos qui vont l'écouter. Ce qui aujourd'hui n'est plus aussi vrai une fois que c'est publié. C'est plus difficile de le rattraper, on a plus conscience de ça aussi. Ouais. Et du coup, c'est la seule véritable contrainte pour moi en termes de liberté créative, c'est ça, c'est notre propre moralité. Et après, on se lance. Et ce que tu disais sur les compétences, j'ai pas de choses à rajouter là-dessus. Ouais. C'est fin de ma réponse. Le monde pro, est-ce que ça vous fait rêver la créativité sans limite pouvoir faire des épisodes de 2 minutes 38 ou 45 et pas un épisode de 30 minutes pile pour que ça passe dans le créneau de la radio Non, parce que moi, être payé, ça me fait rêver. Hein. Par contre, oui. Non. Ouais, par contre, oui, dans l'autre Avoir une sens. formation, Est-ce que être payé, ça vous fait rêver? Oui, parfait. Alors maintenant, Même s'il n'y a pas que ça, en vrai, pouvoir profiter des infrastructures de la maison de la radio, par exemple, ce serait incroyable. On est en extérieur depuis 4 ans. Hein, Okay. Les infrastructures, on ne les a pas encore retrouvées malheureusement. Et aussi le mode de production avec des enregistrements in situ ou live que nous, on peut essayer de refaire, mais ce sera pas forcément pareil. Enfin, c'est un challenge aussi. Mais oui, pour la question, est-ce que ça vous fait rêver? Je suis le rêve. J'incarne le rêve. Non, ça fait pas rêver. C'est comme tout, quoi. Il y a du bon, il y a du mauvais. Alors oui, on est payé, bien sûr, mais on fait aussi pas forcément que des choses qu'on aime. Et puis, on n'est pas toujours, voilà. Puis ça implique des chaînes de hiérarchiques qui sont pas toujours, voilà. On a une liberté qui est dans une forme de contrainte. Moi, le moment où on m'a demandé de couper, on m'a pas demandé de couper, mais où on avait mal calibré un texte et où tu te retrouves à couper 5 minutes sur un texte, sur un épisode de 30 minutes, c'est énorme. Donc, parce que tu t'es pas rendu compte que ça allait, pourtant, tu t'en es rendu compte, mais trop tard. Et donc, il faut couper. Parce que ça rentre pas dans la case. Donc, voilà. Alors après, on se rend compte que c'est pour le mieux, toujours. C'est toujours bien de couper, en fait. Mais voilà, on est quand même dans il y a une forme de... Personne ne vient comment dire, personne vient vérifier ou nous critiquer sur nos choix d'acteurs. On est assez...
on est assez merveilleusement laissé tranquille pour le moment. Je ne suis pas sûre que ça dure. Mais voilà, pour le moment, en tout cas, personne ne met le nez dans notre dans nos problèmes artistiques. Donc c'est nous qui nous débrouillons, c'est nous qui choisissons avec qui on veut travailler, tout ça. Et quand on dit on veut travailler avec un tel, c'est très important. Et que c'est quelqu'un d'un peu connu, la prod se débrouille pour appeler l'agent, parce que voilà. Mais sinon, on essaye au maximum d'éviter les agents et tout ça. C'est la radio quand même, c'est pas du tout la télé. Vous imaginez bien, c'est pas du tout les mêmes tarifs, c'est pas du tout les mêmes disponibilités. Enfin voilà, on est complètement dans autre chose. Mais bon, il y a des podcasts qui sont récemment sortis là sur France Culture, qui sont des podcasts avec des noms, quoi. Avec vraiment des noms. Alors peut-être que c'est une politique de la chaîne qui change. Moi, je suis pas complètement favorable à ça. Moi, je pense que c'est pas. Enfin, en plus, on se rend compte que ça aide pas forcément à l'écoute. Je pense que l'important, c'est quand même d'abord que ce soit une bonne fiction, et que le fait qu'il y ait des gens très connus, ça aide un peu à faire de la com. Mais la fiction, elle n'est pas encore vraiment énorme. Je sais pas. Vous en écoutez des fictions sur France Culture, sérieusement? Ouais. Oui. C'est vrai? Ouais. Ah, cool. Non, parce que souvent on me dit non, on savait même pas qu'il y en avait. Tout ça. Okay. Non, mais parce que c'est quand même assez génial. Enfin, d'abord, l'offre, elle est très très variée. Vous me direz ce que vous écoutez, ça m'intéresse. Non, mais on n'est pas un public représentatif. Oui, j'avoue. Non, mais vous inquiétez pas, je pose la question à tous les gens que je rencontre. Non, pas forcément, mais si, vous êtes aussi un public représentatif, parce que vous venez aussi du monde amateur, vous les fabriquez. Donc vous êtes aussi curieux de ce qui se fait autrement, ailleurs, de manière peut-être que vous trouvez vous avez sans doute une idée de ce que vous pensez ce que vous écoutez, quoi. En réalité, c'est super, on va dire, enthousiasmant pour nous qui sommes dans le milieu amateur de voir qu'en fait, on peut vivre de ça et que c'est quelque chose de reconnu et de diffusé à grande échelle. Nous, c'est un rêve. Ouais. Mais par exemple, il y avait un processus de sélection de nouveaux réalisateurs il y a 1 an et demi, qui a été publié, que j'ai relayé sur Facebook. Il y a eu un appel à projet d'écriture. Je veux dire, c'est ouvert, c'est pas fermé en vrai. Oui, bien sûr. Le truc, c'est qu'on a tous, nous, dans notre monde de Sagasphère, on n'est pas tous du milieu. Bon, moi, je suis comédienne, elle est ingénieure son, mais il y en a, c'est pas du tout leur taf, quoi. Ouais. Et justement, l'année dernière, Chloé et moi, on a essayé de commencer à jeter sur papier pour candidater. Pour l'appel à projet. Ouais. Mais la vie a fait que. C'est assez compliqué. On est très occupés. C'est assez compliqué de répondre aux appels à projets quand c'est pas son métier. Moi-même, j'ai dû abandonner cette année à cause de mon travail. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait rêver, surtout maintenant, en fait, parce qu'à l'époque, les gens ils faisaient ça juste pour le délire. Mais maintenant, comme il y a une démocratisation, en fait. Et puis c'est payé correctement. Il y en a de plus en plus qui veulent, qui sont dans des études dans le domaine, etc. Ce qui est cool, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quand même un gap. Alors est-ce qu'il est réel ou est-ce que c'est juste un syndrome de l'imposteur? On a eu des discussions avec Roman là-dessus sur Discord. C'est assez complexe. Mais voilà, si vous voulez terminer juste sur cette question de pont entre les deux mondes, si vous avez des choses à rajouter, dans un sens comme dans l'autre. Moi, j'ai fait la transition, du coup, en passant de l'indé à la presse. Merci. J'ai fait cette transition et c'est vrai que, par exemple, sur le dernier projet sur lequel j'ai bossé, avec 20 minutes, c'était la problématique du casting. Alors, on avait très envie que le projet soit porté par une tête d'affiche, entre guillemets. On s'est tout de suite imaginé Camille Cotin, machin, évidemment. Alors, les tarots, c'est pas Hollywood, la fiction sonore, donc c'est effectivement, comme tu l'as dit, Sophie, on n'est pas sur les mêmes grilles de salaire pour les comédiens. Néanmoins, une tête d'affiche, ou en tout cas ce qu'on appelle un talent, un comédien talent, ce qui est très très subjectif, ça nécessite des négociations, une approche douce. Il faut montrer que le projet plaît et tout. Donc on a réussi à caster notre tête d'affiche qui était Sarah Trey Stéphanie pour mener ce projet. Mais c'est vrai qu'à regret, moi j'avais très envie de faire bosser mes potes, par exemple. Comme j'étais à la Réal en plus, je me disais j'ai réussi à caler mon petit frère. Quand même, il a essayé de le placer au népotisme. Je le casse partout. La famille d'abord. Toujours la famille d'abord. Donc j'ai réussi à caser mon frangin. Et bon, voilà, c'est parce que aussi il y avait des contraintes budgétaires, parce que même quand on fait des prestations sur des projets financés, il y a aussi des économies de moyens à certains égards. Donc le casting n'y déroge pas. Et donc voilà, tout est passé dans le salaire de Sarah Trey Stéphanie, qu'on adore. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas vrai en plus. Non, pas qu'on l'adore pas, mais ça n'a pas fonctionné tout le budget de la série. Scandale. Voilà, tout de suite. Et 5 minutes de temps de parole, c'est déjà fini. Alors,
Tu crois pas En si parlant bien de temps de dire. parole, Allons-y, bah, très bien. on vient de me faire signe que en fait j'avais pas jusqu'à 14h, mais qu'en fait j'avais que jusqu'à 13h50 et il est 13h49. Non. Du coup, non. c'est déjà terminé. Mais non. Donc, si vous vouliez interroger nos invités sur leur rapport à l'œuvre, c'est trop tard. Mais non, va voir, j'avais on va dit voir. que c'était pas assez long. Bah oui. Mais moi, je prends les créneaux qu'on me donne. Oui, madame. non, mais oui. Les plaintes sont à adresser à Bad Geek qui a fait un super travail d'organisation Bien pour Pod sûr, Paris. merci Bad Geek, merci. N'hésitez pas à leur faire un don. Vous pouvez les applaudir, bien évidemment, les organisateurs de Pod Paris qui ont fait un super travail. On va malheureusement squeezer les recommandations et les questions-réponses. Oh là Alors, là. Bad Geek, Bad Geek l'année prochaine, au pire, vous nous trouvez une table dans un coin Et on parle toute la et on journée. parle toute la journée et on diffuse ça sur un truc parallèle. Ça si vous pourra se voulez. faire en off, en toutes les recommandations. Avec grand plaisir, et puis pardon. vous avez ici les. On est les passionnant. liens. Sur le rapport à l'œuvre, il y a quand même des choses qui ont été un petit peu évoquées sur le fait d'avoir des retours ou pas, sur le fait que ce soit une œuvre collective ou personnelle. Donc, on pourra développer ça une prochaine fois, peut-être une prochaine année, et vous pouvez retrouver nos participants et participantes. Saison 2. Alors, Ptolémée sur la chaîne YouTube du studio Post Météor. Wolf, tu as. Donc oui, sur le site du Monde de Glagnork, qui est une saga de Nekaos, on a créé une page pour Trauma Fantasy X. Et sinon, vous cherchez Trauma Fantasy X sur YouTube. Sophie, je sais pas si tu avais un autre lien que celui de Radio France, si tu as des réseaux Non, sociaux. je suis une pas. page Insta. Bah, si, je suis sur les réseaux, mais oui, non, j'ai pas de lien. Hein Non, mais non, j'ai pas de lien, j'ai pas de page perso. Non. Mais on peut retrouver Ok. toutes les fictions sur lesquelles tu vas participer sur le site de Radio France. Probablement. Bon, bah écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. À l'inverse, Roman, tu as carrément un Linktree, donc voilà, il s'affiche ici. On le remettra aussi sans doute dans les descriptions du Exactement. Je podcast de la suis rediffusion. assez présent sur LinkedIn et sur Insta aussi, donc ouais, toujours à cœur d'échanger aussi. Très rapidement, je pense. Mais vous n'êtes pas venu pour nous. Moi, vous pouvez me retrouver dans le podcast qui s'appelle Le Duel sur leduel.com. Et c'est un podcast de quiz, c'est super bien. Et Adèle, toi, on peut te retrouver. Adélix, pardon, on peut te retrouver où? Bah, j'ai mon propre site internet un peu fourre-tout, adelix.fr, et puis j'ai aussi Instagram, Blue Sky, entre autres, et Discord. Si vous voulez retrouver plus de fiction sonore, on peut vous proposer 2 sites intéressants. Donc La Nuit sans images, le concours dont on vous a parlé tout à l'heure. On essaye de référencer finalement des fictions terminées dans l'année en cours. Donc vous y trouverez normalement l'édition de cette année qui a commencé avec quelques fictions qui sont déjà inscrites sur le site. Et vous pourrez retrouver bien évidemment les fictions des années précédentes dans les onglets qui vont bien. Vous verrez, il y a vraiment des choses très très bien à découvrir et à écouter. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à les découvrir, et bien évidemment le site fictionsonore.fr qui est plus une espèce d'annuaire de fiction sonore auquel vous pouvez ajouter vos fictions. D'ailleurs, si vous en avez, il suffit d'envoyer un mail au tenancier du site qui se feront un plaisir de vous ajouter dans l'annuaire. Et vous pouvez retrouver bien évidemment sur le pôle fiction de Pod Paris les fictions qui ont été sélectionnées par le pôle fiction sonore, notamment qui est dirigé par François TJP cette année. Donc, vous pouvez retrouver cette sélection sur podparis.fr/monfestival. Et on n'a pas mis la saga de l'été. Et on n'a pas mis la saga de l'été, 2024.sagadelite.fr. Et maintenant, Roman, tu vas pouvoir chanter. Alors oui, effectivement, si vous voulez vivre une fiction sonore en direct et totalement improvisée, dans un instant, J'ai sur ce tellement même hâte. plateau. Si on compte pas les salauds qui te piquent du temps parce qu'ils finissent à la bourre. Non, il n'y a pas de problème. Tu Et seras donc, déjà installé au moins. on sera déjà installé, mais qu'on passe vient d'arriver. Et donc, voilà, je vous invite à rester pour profiter d'un moment d'allégresse. Je l'espère, en tout cas. Pas trop gênant non plus. Bon, ils nous regardent méchamment parce qu'on est vraiment à la bourre. Pardon, merci. On remercie l'équipe de Pod Paris, merci à vous. Il y a une boîte à dons, bien évidemment, vous pouvez donner un peu d'argent pour l'organisation de Pod Paris. Donnez l'argent. Et bien évidemment, si vous êtes pas à Pod Paris, mais que vous vous êtes donné de l'argent, vous pouvez aller sur le site de Pod Paris et vous doit y avoir un PayPal où vous pourrez donner l'argent également. Donnez